La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 3, Sciences. Chapitre 6. Mystère galactique. Le système solaire, auquel appartient notre planète, est situé sur l'intérieur de l'un des bras de notre galaxie. Notre système planétaire tourne également autour de l'axe de notre galaxie. Celle-ci est actuellement en combinaison avec la galaxie Andromède, ce qui veut dire qu'elles tourneraient ensemble autour d'un axe fictif. Elles devraient être amenées à se rencontrer. D'autres galaxies moins importantes tourneraient autour d'elles. Tout cet ensemble fait partie d'un amas composé d'une trentaine de galaxies tournant autour d'une masse centrale. Plusieurs télescopes spatiaux, Chandra, pour les rayons X, Hubble, pour l'image optique, Spitzer, pour les infrarouges, nous permettent d'affiner nos connaissances sur les différents modèles d'organisation des galaxies. C'est la force gravitationnelle qui régirait tous ces ensembles constitués de plusieurs centaines de milliards de galaxies. Les galaxies sont des systèmes stellaires autogravitants où chaque système planétaire inclus ne perçoivent que le champ général galactique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, chaque galaxie semble se situer au centre de l'univers, quelle que puisse être sa situation géographique dans l'espace. Chaque galaxie est en mouvement et en expansion. Chaque galaxie possède différentes populations d'étoiles, très différentes les unes des autres. Certaines étoiles, très anciennes, auraient l'âge de l'univers. Elles sont généralement réunies dans des amas globulaires, au sein de chaque galaxie. Notre galaxie pourrait en posséder jusqu'à 400. Ces amas auraient la particularité de ne pas tourner. À ne pas confondre avec les amas de galaxies qui réunissent jusqu'à plusieurs milliers de galaxies. Notre univers physique serait 4 fois plus vieux que notre système planétaire. Les étoiles se sont agglomérées à cause de la force gravitationnelle et ont ainsi formé les galaxies. Les galaxies sont réunies selon des schémas que l'on ne comprend pas complètement. Le cosmos serait-il structuré en zones hiérarchiques? Il a été constaté des espaces de vide précédant des espaces hyper concentrés en galaxies suivis d'autres espaces vides. Chaque galaxie, de forme et de volume très divers, réunirait, pour beaucoup d'entre elles, plusieurs centaines de milliards d'étoiles. La plupart des étoiles, si ce n'est la totalité, seraient dotées de systèmes planétaires. Observer les galaxies consiste à les voir lorsque leur lumière nous est parvenue et non comme elles sont actuellement, à cause de leur éloignement par rapport à la vitesse de la lumière qui nous amène leur image. La lumière de la galaxie la plus proche de la nôtre met 2 millions d'années à nous parvenir. Pendant que des systèmes planétaires sont détruits, dans chaque galaxie, d'autres se fabriquent. Il y a également des particularités surprenantes au sein d'une galaxie. Notre galaxie possède un axe de rotation et donc un plan d'inclinaison par rapport à ce plan de rotation. Il s'avère que le plan de rotation de chaque système solaire qui s'y trouve a son propre plan de rotation et un plan d'inclinaison qui lui correspond. Notre système planétaire a un plan d'inclinaison et de rotation situé à 90 degrés par rapport à ceux de notre galaxie. Qu'est-ce qui règle alors le plan d'inclinaison des systèmes solaires? C'est la planète qui possède le moment cinétique le plus avantageux qui le déciderait. Pour notre système solaire, c'est la planète Jupiter. Toutes les autres planètes auraient calqué leur propre plan sur le plan cinétique de Jupiter. Chaque galaxie a ses particularités. Certaines galaxies présentent des particularités en leur centre. Des zones centrales instables de certains noyaux galactiques actifs, des quasars, émettent des énergies équivalentes à la totalité des étoiles de plusieurs galaxies. L'espace du cosmos est un endroit très violent. Des galaxies naines percutent les plus grandes à cause de l'attraction et de la gravitation. Chaque centre galactique comprend une zone appelée trou noir. Toute matière se trouvant à proximité de cette région d'un champ gravitationnel intense serait irrémédiablement aspirée. Même la lumière ne pourrait s'en extraire.
Toutefois, les trous noirs ne correspondraient pas automatiquement à ce qui nous en a été expliqué. Serait-ce vraiment un trou? D'autres trous noirs se formeraient, n'importe où dans chaque galaxie lorsqu'une étoile massive explose et s'effondre, lorsqu'elle se trouve en fin de cycle. Notre univers observable ne serait que d'1 à 2% de ce qu'il représenterait réellement. Il pourrait être exclusivement constitué de matière noire. La réaccélération cosmique pose un très grand dilemme, d'où un autre concept, celui d'une énergie noire. À cet endroit, il conviendrait peut-être de devoir prendre en considération que notre univers serait peut-être constitué de masse positive, mais aussi de masse négative. Cette considération permettrait d'expliquer cette masse invisible ainsi que cette énergie non décelable. Notre univers serait alors constitué de deux masses, permettant de comprendre son implémentation, c'est-à-dire un système logique répondant aux besoins même de sa propre configuration. Tout cela se traduirait par un confinement de la masse positive par sa masse négative verrouillant tout l'ensemble. Il s'agirait de deux entités cosmiques ayant des vitesses différentes. Ça pourrait être là une explication de la structure expansionniste de l'univers par sa conception en gémellité. La dissymétrie possible entre une énergie positive et une énergie négative aboutirait vraisemblablement à des différences de vitesse de la lumière. Le son se déplace beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air. Se déplacer dans l'eau sera donc plus rapide, tout en respectant la vitesse du son. Il est tout simplement différent d'un milieu de propagation par rapport à un autre milieu de propagation. Les lois de la relativité sont pourtant respectées, il suffirait peut-être de pouvoir inverser les masses des particules pour pouvoir voyager plus rapidement dans l'univers. Des objets très violents auraient été répertoriés dans l'espace galactique. Que se passe-t-il lorsque deux galaxies se percutent et que leurs deux trous noirs centraux s'unissent? Toutes les hypothèses peuvent être émises. Des jets très puissants d'énergie, dont nous ignorons la composition exacte, sont appelés blazars, et ils sont particulièrement violents. Les progrès de la connaissance scientifique s'effectuent par sauts discontinus. Tous les systèmes de pensée ne seraient que des systèmes organisés de croyances diversifiées. Les tabous scientifiques sont le cancer de la science. Rien ne devrait être laissé de côté sans avoir été préalablement étudié. La recherche scientifique ne peut pas progresser autrement que par bond. Une des particularités, dans les évidences scientifiques élaborées, consiste en la stabilité de la matière dans sa construction géométrique. La question se pose alors d'identifier les raisons de ces équilibres constatés et identifiés. Les lois physiques mises en exergue tendent à le démontrer. Des structures des atomes aux structures des molécules, tout apparaît selon des schémas préétablis. La validité des théories consiste en leur mise en pratique, c'est là que se trouve le rôle scientifique. Mais la science ne serait-elle pas tout simplement une croyance en l'ignorance de ses experts? Car, après tout, c'est l'expérimentation et l'expérience qui font la science. Un scientifique, parce qu'il ne comprend pas une théorie, cherchera à l'approfondir, ou à trouver une explication complémentaire, ou à étudier une autre théorie confirmant ou infirmant la précédente. Les particules atomiques fondamentales, par exemple, auraient toutes une masse différente. Si ces particules n'avaient pas de masse, elles ne pourraient pas se combiner pour former les atomes qui constituent absolument tout dans notre univers physique. Or, quel est l'élément qui peut créer la masse des particules élémentaires avec des masses différentes? L'explication trouvée a été appelée le champ de Higgs. Son effet serait global sur la construction quantique de l'univers. Les particules seraient là, les propriétés intrinsèques de l'espace. Univers mystérieux. Notre univers physique, tel qu'il nous apparaît, semble constitué de jungles galactiques. Des zones cosmiques seraient en complète effervescence. La violence pourrait empêcher toute tentative d'exploration dans certaines de ces parties. Des phénomènes énergétiques extrêmement puissants sont découverts, au fur et à mesure des recherches en exploration cosmique. Des explosions cosmiques extravagantes se dérouleraient un peu partout. Des couches supérieures de notre atmosphère sont parfois altérées par des déflagrations de magnétars.
Ce sont des étoiles à neutrons possédant un champ particulièrement intense. Extraordinairement dense, ces étoiles auraient le champ magnétique le plus puissant de tout l'univers. Notre galaxie en contiendrait plusieurs dizaines. Ces étranges objets auraient une forme de matière excessivement dense. Elles émettraient de puissantes émissions de rayons X et gamma. Leur processus explosif expulserait 90% de leur masse avant d'entamer leur considérable champ magnétique. Des explosions de rayons gamma d'une puissance très destructrice sont évacuées latéralement, en faisceau, par cette étoile. Si un tel faisceau percutait notre planète, il anéantirait toute forme de vie instantanément. Il existe d'autres objets très violents dans l'espace, les trous noirs en font partie. On en constate l'existence sans parfaitement comprendre leur fonctionnement. C'est une région de l'espace où la gravitation est si puissante, que tout ce qui se trouverait à proximité serait englouti et d'où la lumière, elle-même, ne pourrait plus s'échapper. Cette force gravitationnelle est considérable. Si nous avons la certitude, actuellement, de leur existence, de leur mode de fonctionnement, des événements qui causent leur mise en place, les conséquences de leur processus nous échappent. Ils sont de plus difficilement détectables. Seuls les effets de leur force gravitationnelle, exercés sur les étoiles se trouvant à proximité, permettraient de les identifier. Il y aurait des milliards de trous noirs dans l'univers. Leur influence et leur puissance sont très diverses. Les trous noirs supermassifs sont situés au centre des galaxies. Ils créent des éjections de plasma très denses et très chauds alimentés par le gaz galactique. La collision des galaxies engendre la fusion des deux trous noirs en un seul, plus puissant encore. Ces collisions intergalactiques produisent des quasars, qui développent des énergies supérieures aux galaxies elles-mêmes. Les trous noirs émettent de la lumière et des ondes radio, mais aussi des ultraviolets, des infrarouges, des rayons X et des rayons gamma. Ils éjectent de puissants jets lumineux de plasma extrêmement puissants qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Ils sont particulièrement destructeurs parce que leur puissance est équivalente à celle de plusieurs milliards de soleils. Les États-Unis procéderaient, dans le plus grand secret, à de nombreux essais d'armement de destruction totale. Notamment d'armes à antimatière d'1 million de mégatonnes, capables de supprimer toute forme de vie sur notre planète en une fraction de seconde. De telles armes auraient été testées et propulsées dans l'espace de notre système solaire à l'aide d'un propulseur, MHD. Ces recherches et ces essais en armement hyper sophistiqués, réalisés à partir de rétro-ingénierie, avec des IT, auraient pour mission l'interception et la destruction de comètes susceptibles de percuter notre planète. Comment se fabriqueraient les vaisseaux interstellaires ? Des appareils volant à plus de 10 000 km/h dans l'atmosphère terrestre et entourés de plasma seraient actuellement à l'essai. Il y aurait un système propulsif et un système de transfert gémellaire. Le système propulsif serait assuré par ionisation d'un environnement gazeux ambiant qui aurait pour conséquence de rendre l'air conducteur d'électricité. Évolution. L'évolution biologique permet-elle une meilleure approche de la conscience ? Il semblerait que dans l'univers plusieurs dizaines de paires d'atomes soient originairement codés, pour chaque espèce, à toute fin de réalisation des organismes dits vivants. Ainsi, selon le milieu ambiant rencontré, sur quelque planète que ce soit, le meilleur modèle d'évolution correspondant pourrait s'y réaliser. Un code génétique de base serait à l'origine de ces réalisations de vies exponentielles. Des mutations sont ensuite instaurées permettant toutes les formes d'évolution, d'adaptation et de leur cohabitation. Finirait-elle par aboutir à la forme humanoïde en finalité ? Cela ne paraît pas aussi évident. Un groupe particulier d'atomes situés dans la chaîne ADN permettrait divers schémas évolutifs préprogrammés, pouvant ainsi s'adapter dans beaucoup de conditions physiques sur toute planète préadaptée, à partir de l'évolution cosmique. Nos modèles d'interprétation de la réalité de l'univers physique, de celui de l'univers quantique et de celui de l'univers de la conscience, devraient permettre une élévation globale de l'humain pour son accès et sa participation solidaire avec l'ensemble des espèces de l'univers. La philosophie humaine inclut la notion d'incertitude dans l'auto-organisation des complexes.
Aussi, rien dans la pensée humaine ne doit être interdit d'accès. S'il est possible d'accepter l'idée d'une nécessité évolutive des espèces, alors tous les schémas d'évolution sont acceptables à travers l'univers. La réalisation de la vie serait tout simplement un phénomène extrêmement banal dans notre univers physique. Ce qui n'est pas banal, en revanche, c'est notre peur instinctive d'une telle approche, qui nous dérange. Trop de dogmes préétablis sont chargés d'expliquer aux populations les vérités qui doivent leur être accessibles et dictées par des religieux en grande partie. Bien évidemment, ils ne sont pas les seuls. Les politiciens ne sont pas en reste, les économistes non plus. Il est, par contre, beaucoup plus difficilement admissible que les grandes instances scientifiques s'adonnent, elles aussi, à de telles pratiques. Tous agissent en considérant que le savoir est un pouvoir et qu'il n'a pas à être porté à la connaissance des populations. Pour ces raisons, il ne leur est plus possible de devoir remettre en question les dogmes établis. Ils préfèrent contraindre par tous les moyens mis à leur disposition, plutôt que de devoir modifier des éléments de divulgation de la vérité. Pourtant, le désir d'imposer un dogme unique, par un nouvel ordre mondial, serait le futur destin envisagé par les hauts dignitaires de la planète. Il serait intéressant que les scientifiques s'y sensibilisent. La crédibilité sur l'existence des ovnis et des extraterrestres passerait par un nécessaire optimisme des scientifiques dans leurs recherches, tout en conservant leurs démarches expérimentales. Des transferts de technologie ne pourront être efficaces que s'ils sont accompagnés du transfert des concepts moraux. Malheureusement, un filtrage des connaissances empêcherait souvent les recherches vers le progrès, dès l'instant où les découvertes ne correspondraient pas au modèle convenu. Or, la préoccupation principale des hauts responsables de l'humanité terrestre réside dans le surarmement qui permettrait de détenir le pouvoir global sur la planète. Après le surarmement nucléaire suffisant à la destruction de toutes les formes de vie sur la Terre en quelques heures, les scientifico-militaristes seraient peut-être capables de réaliser des bombes à antimatière. Quelques centaines de grammes d'antimatière, actuellement synthétisables dans les accélérateurs de particules, produiraient des énergies des milliers de fois supérieures à la fission nucléaire. Ce processus de destruction serait irrémédiable en peu de temps et toutes les formes de vie disparaîtraient de la surface de la Terre. Cela ne s'appelle plus une arme de destruction massive, mais une arme de destruction totale. Cette arme fatale serait entre les mains des militaires américains. Mais ils n'ont pas que celle-là. De nombreux scientifiques œuvrent dans la recherche militaire. Leur paroxysme sans borne va jusqu'à la recherche de cancers pouvant être inoculés. S'achemine-t-on vers une immoralité totale, inconsciente et sans borne des scientifiques? Est-ce que les scientifiques sont capables d'évaluer les conséquences de leurs actes? Seraient-ils capables, un jour, d'assurer la survie de l'espèce humaine et faire preuve d'une conscience morale? Le scientifique doit pouvoir s'identifier, en dehors de son savoir et de ses connaissances, afin qu'il puisse se remettre en question. Le savoir scientifique n'est qu'une suite de concepts. Y aurait-il beaucoup trop de supercherie dans le monde scientifique? Évidemment, la recherche scientifique alimentée économiquement par les grands groupes financiers reste sous le pouvoir de ces derniers. Aussi la recherche scientifique en général et les chercheurs en particulier ne peuvent plus être crédibles quant aux résultats de leurs travaux. Il s'ensuit alors une réaction citoyenne des populations qui sont ulcérées par la seule recherche qui prévaut et qui est celle du profit à outrance dans tous les domaines organisationnels de la société humaine. Malheureusement, les meneurs de ces actions de ras-le-bol, exprimés, réprimés et très habilement déstabilisés, sont sans programme concret pour un changement quelconque. Ces meneurs descendent dans la rue pour manifester, pour tout casser et après, ils n'ont aucune compétence à changer quoi que ce soit, dans les systèmes organisationnels sociaux. Un scientifique, qui serait digne de ce terme, désignerait des personnes de grands savoirs et de grande probité. Or, lorsqu'on se rend compte du chaos dans l'organisation où se trouve l'humanité, le milieu scientifique revêt une très grande irresponsabilité au constat de ces agissements inconséquents. Un exemple est nécessaire pour pouvoir comprendre comment les ensembles scientifico-économiques fonctionnent.
Prenons le cas de la production énergétique nucléaire, dont la France est si fière de posséder et de son arsenal de bombes atomiques, suffisant pour anéantir toutes les formes de vie sur la planète, ainsi que de sa source de production énergétique, à partir de l'atome. Comment fonctionne cette ressource énergétique atomique obtenue à partir du minerai d'uranium ? Le minerai d'uranium récupéré dans quelques pays, en particulier dans certains pays africains pour ce qui concerne la France, contient 99,3% d'uranium-238 qui est un composant atomique inexploitable pour nos besoins énergétiques. Il ne contient donc que 0,7% d'uranium-235, qui est l'élément utilisable pour la fabrication des bombes atomiques, d'une part et comme combustible pour faire chauffer l'eau des turbines, d'autre part. Cette eau est transformée en vapeur d'eau chaude, qui sert à faire tourner les turbines. Ce sont, en fait, de grosses dynamos, qui produisent de l'électricité. Cet uranium-235, inutilisable en l'état, doit être enrichi dans diverses centrifugeuses, jusqu'à l'obtention d'un matériau obtenu à 3% d'enrichissement dont seulement 2% sont alors utilisables. Il convient de savoir que 3 centrales nucléaires sont indispensables pour alimenter les centrifugeuses en énergie, afin de fournir l'énergie suffisante permettant la production des barres d'alimentation en combustible de toutes les centrales nucléaires françaises. Ces barres sont alors composées de 97% d'uranium-238, non utile, et de 3% d'uranium-235 utile à la fission productrice d'énergie exploitable. Il convient aussi de connaître que cette utilisation de l'uranium-235, par fission, produit des éléments nucléiques extrêmement dangereux, à très longue durée de radiation. Lorsque les 2% d'uranium-235 ont été exploités, il reste les 97% d'uranium-238, plus le 1% d'uranium-235 non utilisable. Il y a aussi 1% de plutonium créé par cette fission nucléaire. Tous ces résidus d'exploitation s'appellent du déchet nucléaire. Le plutonium est l'explosif utilisé dans les bombes atomiques. Comme les Français ne sont jamais à court d'idées, ils se sont mis à récupérer tous les déchets produits dans le monde entier, afin d'en extraire le plutonium. Ce composant atomique est ensuite transformé en max, qui est un composé de 93% d'uranium-238 et de 7% de plutonium. Cette chimie atomique permet de passer de la fission de l'uranium à la fission du plutonium. Ce qu'il est important de savoir, c'est que 1 mg de plutonium, inhalé par mégarde, est un poison irrémédiablement mortel. Mais il y a plus grave, parce que ces déchets sont utilisés pour l'armement militaire dont les effets différés sont catastrophiques en moyen de destruction massive des populations attaquées. La recrudescence des cancers, dans le monde, en est un des résultats immédiats, plus tous les « bébés monstres », qui en sont aussi une des conséquences. Le MAX, connu à la suite de l'accident nucléaire du Japon, a réveillé les consciences du public face au danger permanent et potentiel des 500 centrales nucléaires dispersées dans le monde. Il y a 58 réacteurs nucléaires en France. Face à un tel danger, quelle est la position des scientifiques créateurs et instigateurs ? La carrière des scientifiques dépend de la fidélité affichée au système. Qui oserait émettre une opinion citoyenne serait très vite remercié. Le lobby du nucléaire est particulièrement puissant et influent dans tous les compartiments de la recherche. La plus aberrante des perspectives étant la fabrication de la centrale à réacteur de fusion, ITER, qui serait un dérivé de la MHD, magnéto-hydrodynamique. ITER servirait à obtenir de l'énergie à partir de deutérium et de tritium, qui seront les composants de fusion. Le but de « Savoir sans frontières » est de permettre à toute personne de comprendre le maximum de choses concernant la science, c'est-à-dire des faits scientifiques établis, fiables. Le projet ITER a une envergure internationale. N'ayant jamais fait l'objet d'un audit scientifique international, ne possédant pas de directeur scientifique en titre, cette chimère a été, et est l'objet d'une intense politique de lobbying, dans tous les pays, et dans toutes les langues, destinée à faire admettre par l'ensemble des humains que ce projet représente
La fusion est l'avenir, unique, de la technologie nucléaire en matière de production d'énergie. C'est faux. On est obligé de constater que d'une part il n'existe nulle part de présentation claire du principe de fonctionnement d'ITER, c'est-à-dire de la machine nommée tokamak. Un tokamak est une chambre torique de confinement magnétique destinée à contrôler un plasma pour étudier la possibilité de la production d'énergie par fusion nucléaire. C'est une technologie de recherche expérimentale qui est, avec le confinement inertiel par laser, candidate pour permettre à long terme la production d'électricité en récupérant la chaleur qui serait produite par la réaction de fusion nucléaire. Car ITER n'est rien d'autre qu'un tokamak géant. Par ailleurs, les très nombreux documents destinés au public passent délibérément sous silence les graves problèmes posés par l'instabilité foncière de ces machines. Ce ne sont que des documents de pure propagande. Il a donc paru nécessaire d'expliquer à la fois les principes de fonctionnement et les mécanismes de ces instabilités. Cette présentation est validée par tous les spécialistes de physique des plasmas du monde entier sauf, bien entendu, par ceux qui sont impliqués par le projet ITER. Il s'agirait d'un électroaimant supraconducteur particulièrement difficile à maintenir en fonctionnement. ITER est un programme expérimental qui pourrait assurer l'avenir énergétique français dont l'issue s'annoncerait comme un désastre économique de grande ampleur. Un de plus où les élites responsables ne voudront jamais admettre le futur désastre apocalyptique qui s'annonce à partir d'un tel projet, dont la palette toxicologique qu'il annonce est inadmissible. Et pourtant, ITER reste une simple machine à vapeur d'une complexité et d'une dangerosité sans précédent. Le scientifique est quelqu'un qui ne se pose pas de questions concernant les conséquences de ses actes. Notre étoile, le Soleil, produit son énergie à partir d'une fusion lente à 20 millions de degrés. Dans le tokamak, qui est le moteur de ITER, il y aurait 100 millions de degrés. La bombe à hydrogène produit 500 à 700 millions de degrés. Une Z-machine, inaugurée aux USA pourrait produire, selon quelques adaptations pour la recherche, plus de 3 milliards de degrés. La fusion, aneutronique, serait 500 fois moins chère à mettre en exploitation que le projet ITER et ne représenterait aucun danger de pollution. Il s'agirait d'une fusion, impulsionnelle, comparable à l'action engendrée par un moteur au diesel. Le potentiel militaire est prépondérant en France comme dans beaucoup d'autres pays. Les chercheurs scientifiques français doivent d'abord fabriquer des bombes. Si, après cela, il reste encore un peu de vie sur Terre, alors on passera au développement civil. Et il en va ainsi pour tous les gouvernants, à ne pas confondre avec les gouvernements qui ne sont que des accessoires à la solde des gouvernants. Il y a deux sortes de recherche, la recherche dite fondamentale encadrée par le pouvoir militaire et souvent subventionnée par lui. Et puis la recherche sectorielle encadrée et financée par des groupes privés. La recherche purement de prospection scientifique, sans objectif préétabli, n'existe plus depuis longtemps, s'il est à considérer qu'elle ait pu un jour exister. Il y a de fortes présomptions pour que nos connaissances sur les réalités de l'univers physique nous soient insuffisantes. Malgré les quelques éléments envisagés concernant ce gigantesque puzzle qu'est notre univers physique, beaucoup d'autres éléments nous manqueraient. Les atomes se composent d'un noyau central entouré par un nuage d'électrons. Le noyau se compose de protons et de neutrons. Mais toutes les combinaisons de neutrons et de protons ne sont pas stables. Dans la nature, aucun élément plus lourd que l'uranium, avec 92 protons et 146 neutrons, ne peut normalement être trouvé. Les scientifiques peuvent en faire de plus lourd en faisant se heurter deux grands noyaux et en espérant qu'ils formeront un nouveau noyau, plus lourd, pendant une courte période. Un des aspects les plus significatifs des nouveaux éléments est que la vitesse de désintégration est en accord avec les théories qui prévoient un îlot de stabilité pour des atomes contenant approximativement 114 protons et 184 neutrons. Notre incompréhension globale nous oblige à rester particulièrement modestes. La conception de notre univers est bien loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Les clartés apportées par les récentes déductions sur la construction initiale de l'univers pourraient nous révéler des révisions fondamentales concernant nos connaissances.
Plusieurs chercheurs avant-gardistes considéreraient qu'à l'origine de notre univers se serait également réalisé un second univers jumeau. Cette considération fondamentale permettrait d'expliquer, entre autres, la stabilité des galaxies. Cette stabilité a été expliquée, jusque-là, par la concrétisation d'une matière noire, qui aurait pour objet de maintenir l'univers dans son état. La conception gémellaire de l'univers n'a plus besoin de cette matière noire fictive et non détectable. L'univers galactique serait stabilisé par cette seconde partie de l'univers. Les deux univers s'influenceraient mutuellement jusqu'à obtenir leur stabilité réciproque. Pourquoi est-ce que cette théorie d'un univers gémellaire est-elle abordée? Elle permettrait, à elle seule, d'expliquer que des fenêtres d'accès s'ouvriraient entre les deux univers permettant le raccourcissement des distances dans notre univers. Cette explication est accréditée par les témoignages faisant état de l'apparition soudaine et de la disparition tout aussi soudaine des aéronefs, venus d'ailleurs, dans notre espace aérien. Comment fonctionneraient ces deux univers? L'action réciproque des deux univers par leurs influences mutuelles aurait été expliquée par des équations mathématiques permettant de comprendre cette possibilité. Cela ne paraît pas si extravagant que ça quand on analyse les périodes d'observation qui se rapporteraient à des cycles évalués dans le temps. Des champs de matière négative, d'une part et de matière positive d'autre part, expliqueraient la stabilité globale des ensembles. La dynamique des modèles pourrait avoir été démontrée. Des simulations, par ordinateur interposé, auraient permis de confirmer la logique de cette construction gémellaire de notre univers physique. Le confinement des galaxies, observé par les satellites consacrés à leur étude, s'expliquerait par cette nouvelle théorie. Les formes, très diverses des galaxies pourraient, elles aussi, s'expliquer par les interactions gémellaires de l'univers. Le plus surprenant est sans doute l'explication apportée au phénomène, jusque-là inexpliqué et déconcertant, mais bien connu par les spécialistes en cosmologie, concernant un effet de lentille gravitationnelle réalisé par les amas galactiques. Cet effet de lentille aurait été observé lors de la contemplation de certains quasars dont l'apparence était dédoublée. Il s'agirait bien d'un effet de dédoublement, scientifiquement établi, qui est appelé le mirage gravitationnel. Le défaut a été identifié, mais pas l'origine pouvant lui être attribuée. Faute de mieux, elle a été provisoirement octroyée à la masse manquante de l'univers, la fameuse matière noire. Or, il s'avère que la masse des galaxies produisant ce phénomène n'était pas suffisante pour pouvoir l'engendrer. Avec une nouvelle étude sur les équations concernant la relativité, le modèle gémellaire de l'univers apporterait une explication fonctionnelle à ce constat. En fait, cette gémellité de l'univers permettrait d'expliquer qu'il y aurait bien une masse de l'univers qui ne nous est pas accessible visuellement, tout simplement parce qu'elle se situerait au niveau de sa partie jumelle. Tout cela apparaît très simple, à condition d'accepter la gémellité de notre univers. Des avancées mathématiques de cette nouvelle construction initiale de notre univers viendraient corroborer ces recherches scientifiques. Notre univers visible serait imprimé en positif pendant que l'autre face invisible serait, elle, imprimée en négatif. Il convient simplement de comprendre qu'il ne s'agit pas de deux univers, mais bien d'un seul dont les flèches du temps seraient inversées. Cette inversion permettrait alors les déplacements interstellaires, jusque-là incompréhensibles. Pour qu'une société humaine évolutive puisse fonctionner en harmonie, il conviendrait qu'elle ait un système identique de valeurs dédiées à la société humaine dans son ensemble. Seul un pragmatisme scientifique permettrait d'établir des bases communes de civilisation, c'est-à-dire apporter les réponses cohérentes et égalitaires à l'ensemble de l'espèce humaine. Toutefois, cela ne pourra pas se réaliser sans une prise de conscience et que nos rapports soient en synergie avec l'ensemble de l'univers. Un modèle d'évolution en synergie est souvent observé entre notre organisme et les virus qui l'habitent. Lorsque cette synergie n'existe pas, nous sommes confrontés à la situation de devoir combattre les intrus. Préoccupation. La principale préoccupation de l'humain apparaît de toujours vouloir dominer son voisin et de lui imposer ses convictions. Pour ce faire, il n'hésite pas à fabriquer ce qu'il appelle des armes de dissuasion. La course à un armement toujours plus sophistiqué,
toujours plus volumineux, entraîne la totalité de l'humanité vers une course effrénée aux armes de destruction, qui de massives, sont passées à des armes de destruction globale. Un programme américain, appelé SL9, caché sous le contexte d'un programme de surveillance d'une hypothétique comète nommée Shoemaker-Levy, pourrait parfaitement illustrer cette orientation. Les explosions produites dans la haute atmosphère de Jupiter auraient provoqué de gigantesques boules de feu dont les panaches se seraient élevés sur plusieurs milliers de kilomètres d'altitude. Des observations particulières ont pu se faire dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge et dans le rayonnement X. Ces événements cosmiques, ainsi que présentés, auraient donc été des essais particulièrement bien camouflés sous la forme d'une collision cométaire. Les satellites de Jupiter, Io et Europe, auraient-ils aussi fait l'objet de tels essais de bombes? Des essais cachés, précédents, de bombes particulières auraient également été effectués au plus près de la couronne solaire. Tout aurait été parfaitement organisé dans le temps et dans la conception. SL9, se serait avéré être une série de bombes à antimatière, dont l'expérimentation ne pouvait être réalisée sur notre planète. Elle se serait donc réalisée à la surface de Jupiter. Il se pourrait que ces nouvelles variétés de bombes, appelées aussi bombes à plasma, soient mises au point pour éviter que notre planète entre en collision avec une comète de gros volume, susceptible d'en détruire toutes les formes de vie. Leur raison d'être serait de pulvériser des objets célestes dangereux, ainsi que la Terre a pu en rencontrer au cours de son histoire. Des formes de vie élaborées auraient été anéanties à plusieurs reprises, avant l'arrivée des humains actuels. La connaissance pure, qui devrait être la finalité de la recherche scientifique, aurait laissé la place à des valeurs moins pertinentes. Les découvertes scientifiques deviendraient inexorablement des affaires d'État. La dissimulation est d'autant plus rigoureuse dès que les recherches s'orientent vers des systèmes dits de défense. Et pourtant la dissémination des programmes d'armement va et vient partout sur la planète au gré des intérêts particuliers et en dehors de tout système sécuritaire. Les chercheurs ne semblent jamais se poser en moralistes. Les utilisations qui sont faites de leurs découvertes ne semblent pas les concerner. Tous les milieux décisionnels semblent avoir leurs propres règles occultes, sans autre souci de considération particulière. Qu'est-ce qu'une bombe d'antimatière ? Il apparaîtrait qu'il est possible de conserver un cristal d'antimatière en état de lévitation électromagnétique à partir de très basses températures. Pour déclencher de telles bombes à puissance illimitée, il suffirait de supprimer le dispositif de lévitation. L'antimatière, mise en contact avec la paroi, s'annihilerait alors avec une même quantité de matière, provoquant ainsi la déflagration. Une telle bombe, dissimulée dans un satellite dit d'observation, pourrait être déclenchée à n'importe quel endroit de la planète et aurait pour objet d'éradiquer toute forme de vie sur un continent. L'armée américaine aurait établi un programme de recherche appelé DSP-32, qui aurait permis d'obtenir des bombes à antimatière, dont la puissance serait des milliers de fois supérieure à celle de la fission nucléaire. Plusieurs laboratoires spécialisés auraient réuni leurs recherches afin de parvenir à réaliser des paliers de rupture d'équilibre de la matière atomique où ces spécificités s'inverseraient jusqu'à la réalisation de l'antimatière. Ces réalisations auraient abouti aux expérimentations de la SL9. Toutes les expériences auraient été réalisées dans le secret le plus absolu. Les États-Unis détiendraient ainsi l'arme absolue, à elles seules. Cela aurait-il pour résultat de supprimer les conflits tribaux, ethniques et religieux qui existent depuis des siècles sur notre planète. La recherche scientifique ne permettra pas non plus de résoudre l'esprit belliqueux, sans limite, de la pire des espèces animales qui soient et que sont les humains. Tout chercheur conscient de cette situation et qui chercherait à réaliser des études divergentes, en relation avec le progrès de l'humanité, serait rapidement mis hors du circuit. Les castes dirigeantes se mettraient rapidement en travers de sa route, dès lors que le concept militaire serait contesté. De nombreux chercheurs seraient ainsi décédés de façon non élucidée. Malheur à ceux qui tenteraient de s'aventurer sur la recherche, pourtant passionnante, que serait l'ufologie, si elle doit représenter une entrave à la recherche militaire.
L'étude cosmologique suffit à démontrer la thèse qui définit que le développement de la vie dans l'univers est aussi infini, dès l'instant où les conditions de son développement sont requises. L'univers pourrait être considéré comme constamment variable localement, tout en restant invariable globalement. Il convient aussi de comprendre que les galaxies sont des espaces solaires autogravitants. Leur force centrifuge tendant à la dispersion s'oppose à leur force gravitationnelle cohésive. La matière manquante constatée serait située dans sa partie gémellaire. Les déplacements effectués par des entités extraterrestres s'expliqueraient aussi par l'utilisation de la gémellité de l'univers. L'univers diversifié. Nous résiderions à l'intérieur de deux univers. C'est bien intrigant, mais cela permettrait d'expliquer une masse noire non visible et une énergie noire non détectable. C'est bien évidemment encore plus intrigant. C'est en fait le constat que les galaxies ne pourraient pas se maintenir en leur état constaté, sans une masse noire permettant de les maintenir ainsi. Or, l'univers aurait une expansion galopante, dont l'explication aurait besoin d'une énergie noire. Deux univers, imbriqués, permettraient d'expliquer ces deux particularités énoncées, sans le recours à une masse invisible ni à celui d'une énergie non détectée. Le premier univers, qui est accessible à nos sens et à nos instruments, et donc de ce fait, plus facilement identifiable, serait d'une masse et d'une énergie positive. Le second ne serait lui, exclusivement constitué d'une masse et d'une énergie négative, et donc parfaitement invisible ni à nos sens ni à nos moyens de détection. C'est en fait, tout aussi intrigant. Sauf que, toutes les particules, de l'un, seraient de charge positive, mais leur copie serait, elle, de charge négative. Bien évidemment, nous naviguons là dans l'infiniment petit de la matière, qui concerne la structure de l'atome et de l'univers quantique. Or, ces masses négatives qui sont également dotées d'une énergie négative seraient parfaitement reconnaissables selon la théorie des groupes dynamiques. En fait, cette structure gémellaire expliquerait non seulement les particularités de stabilisation et d'expansion accélérée des masses galactiques, d'abord par la constitution des agglomérations d'étoiles en galaxies elliptiques, puis de leur structure en amas de galaxies et enfin par leur superstructuration en plaques. Ces superstructures de galaxies seraient comparables aux liaisons des noyaux de neurones constituant un cerveau. Des simulations informatiques auraient permis de démontrer la cohérence de ces constructions. La gravitation permettrait, tout simplement, à ces masses de se concentrer. Les masses négatives formeraient des conglomérats qui repousseraient les masses positives dans un espace résiduel, les amenant à se constituer en structures dites cellulaires, qui établiraient ainsi un équilibre parfait de toutes les structures. La structuration des étoiles s'établirait selon ce même processus à partir des structures gazeuses produisant les proto-étoiles, vers des amas globulaires, appelés galaxies, sphéroïdales, et puis vers les proto-galaxies. Le modèle cosmologique, bimétrique, permettant des interactions entre les masses positives et les masses négatives, serait en accord avec l'accélération de l'expansion de l'univers physique. Les inversions des deux flèches du temps permettraient d'expliciter l'annihilation des distances constatées comme infranchissables dans notre univers, par l'inversion des masses. Lorsqu'un objet matière emprunterait une sphère de Gorge, qui est une composante mathématique, il émergerait dans la seconde partie de l'univers qui représenterait l'envers de l'hypersurface de l'espace-temps. Cette démonstration expliquerait le recto-verso de notre univers. Tout ce qui se situerait à l'intérieur d'un objet passerait d'une composante positive à une composante négative, ayant pour effet une inversion de l'espace, mais aussi vers une inversion possible du temps. Cet objet, au photon inversé, visible dans son modèle positif ne le serait soudainement plus dans son modèle négatif, puisque ni nos sens ni nos appareils ne permettraient son observation. Une inversion, dans l'autre sens, permettrait une observation immédiate, surgie de nulle part. Ces inversions seraient observables par l'apparition et la disparition soudaine des ovnis. Les inversions successives de leur poids pourraient également expliquer les soudaines montées ou descentes de ces engins. Cet effet serait appelé antigravitationnel.
Une mise en rotation d'un appareil discoïdal indépendant de l'habitacle, qui serait, lui, placé dans un espace toroïdal, permettrait la préservation de ses occupants. L'inversion des masses et leur transfert positif-négatif dans l'univers gémellaire permettrait les ultra-rapides déplacements de ces objets cosmiques. Cette inversion expliquerait également la confusion concernant des trous noirs situés au centre des galaxies d'où la lumière elle-même ne pourrait s'échapper. La matière, située à proximité de ces zones de rotation extrême, serait propulsée dans l'univers inversé de masse négative, devenant invisible de ce fait. Toutefois, les chercheurs officialisés n'acceptent pas des avis qui seraient contraires à leur théorie, devenant trop dérangeants à leur bien-être acquis. Ils préfèrent, et de loin, rester sur leur inversion d'espace-temps réciproque, non démontrable. Après que l'univers quantique nous ait montré la possibilité, toutefois encore difficile à la compréhension, des multiréalités et de l'influence de l'observation sur ces réalités. Elles apparaîtraient indissociables des fonctions d'un univers gémellaire. Des états de fréquence permettraient de changer les modèles vers d'autres visions des réalités. Le modèle 3D de la conception encore actuelle de l'univers ne permettrait pas d'envisager ces fréquences et empêcherait d'entrevoir les réalités multiples. Enfin, l'éveil individuel passerait par l'élargissement des niveaux de la conscience, par la réception et l'émission de fréquences qui nous seraient encore inconnues. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La collection